Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes le 19 décembre, samedi 19 décembre. Bien, on vit quand même une drôle d'époque. On a à peine eu le temps de déconfiner qu'on a un Premier ministre qui nous dit au niveau des élèves qu'il faut s'autoconfiner avant les fêtes de fin d'année. Franchement, tout est son contraire en l'espace de quelques jours. Bref, alors, je vais déjà en venir au cadeau de Noël des Français, la maladie de Macron. Je sais, c'est méchant, mais bon, il l'a bien cherché aussi. Hein. Bon. Alors, là, le président tous, la France d'en haut tremble. Un nouveau sommet du ridicule a été atteint par la France au niveau médiatico-politique. L'occupant de l'Élysée a été testé positif au Covid-19 et soudain la terre a tremblé. L'univers s'est embrasé, le sommet de l'État est secoué, titrait Le Monde. Un homme tous et soudain, tout se fige. Les radios-télévisions de A à Z se contorsionnaient sur l'événement. Les médecins pitres qui depuis 9 mois règnent en maître sur les médias se déchaînaient. Tout n'était que hystérie sensationnelle autour de l'événement. Le président est exemplaire. Franchement, quand on voit un haut fonctionnaire, un médico-haut fonctionnaire, franchement, est-ce que c'est le rôle d'un haut fonctionnaire, neutre en principe, dans l'exercice de son métier, de lécher les bottes de l'Élysée? Tout le monde s'en fout, évidemment. Quelques commentaires négatifs se glissaient timidement au milieu des échos. La France est confinée, astreinte à couvre-feu, les repas à plus de 6 personnes officiellement maudits et interdits, bien sûr. Et pendant ce temps-là, les politiciens qui nous font la leçon se gavent dans les salons de l'Élysée jusqu'à minuit. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Eh oui. Tout cela pourtant dans l'ordre des choses d'un régime fondé sur le mépris des Cendants et autres Gaulois réfractaires. L'embrasement des dernières journées n'est qu'un signe supplémentaire de la bêtise ambiante. Le président a toussé. Il a été dépisté positif comme 2 ou 3 millions de Français, sans compter les millions qui l'ont eu, le Covid, sans le savoir, hein, et des centaines de millions d'hommes sur la planète. Mais à l'âge de 40 ans, le risque est pratiquement inexistant. La France d'en haut tremble pour un vulgaire non-événement. Qu'un tel non-événement déclenche une telle hystérie, ça fait franchement réfléchir. Dans quel état serions-nous si les armées d'Hitler, les chars de Rommel ou de Guderian menaçaient de déferler sur le pays? Ça serait l'apocalypse. Écoutez, qu'un tel non-événement déclenche une telle hystérie est un signe patent de stupidité. Des millions de personnes sont victimes de la guerre au Yémen. 400 lycéens ont été enlevés par les islamistes de Boko Haram, je vous en ai parlé la dernière fois, au Nigeria. Et partout dans le monde, les chrétiens sont victimes d'un impitoyable génocide. Également au Karabakh, les prisonniers de guerre arméniens ont été décapités par les forces encouragées par Erdogan, notre allié dans l'OTAN. Mais tout cela ne compte pas. En France, l'éblouissement institutionnalisé, si vous voulez, autour d'un gourou national, ça absorbe toute l'énergie et l'attention politico-médiatique. Le grand spectacle continue. Rien d'autre ne compte que Monsieur le Président a toussé. Des dizaines de milliers de Français sont dans la rue, sans logement, sans ressources. Des centaines de milliers, notamment d'entrepreneurs, vont se retrouver sans rien, sans même le chômage, parce qu'ils étaient commerçants, restaurateurs. Mais non. Quand on tue tous, voilà, on s'occupe de la santé de Macron. Alors, il semblerait qu'il ait pu choper ça, non pas au repas qu'il a fait la veille, bien entendu, mais il y avait un Conseil européen à Bruxelles le 10 et 11 décembre, dont une partie des hauts personnages des différents pays n'étaient pas masqués. Bon, voilà. Mais comme dirait, je vous en ai parlé, du professeur Axel Kahn, ça veut dire qu'il n'a pas fait assez gaffe. Eh oui. Qui c'est qui va lui tirer l'oreille au président, Alors d'ailleurs, même Libération, pourtant c'est pas ma tasse de thé,
dans un article, je crois du 17 décembre, l'auteur reproche au petit marquis du gouvernement de faire bombance aux frais du contribuable dans des dîners de travail, aux frais du contribuable, sans distanciation, sans quota de Covid, sans masque et bien au-delà de l'heure du couvre-feu. Bien entendu, il est hors de question que Macron bénéficie du protocole Raoult, puisque l'hydroxychloroquine serait un dangereux poison classé substance vénéneuse par la Trexit, aussi elle, Buzyn. Voilà, hein. Bolsonaro, lui, l'a essayé, il se soigne avec, mais pour Emmanuel Macron, ça sera un Doliprane, et puis tout seul au lit, hein, tout seul, hein. Bien tout seul, hein. Voilà. Ouais, si vous voulez, on peut éventuellement tout de suite le vacciner, hein, comme ça on sera au où on en est. Et de toute façon, on va la donner aux vieux. Bon. De toute façon, c'est ce qu'on appelle un start-up vaccin, ça devrait lui plaire, lui qui parlait toujours de start-up nation. Hein. Puis on fera le même traitement prioritaire pour sa vieille maman, enfin son épouse, je veux dire, Brigitte. Hein. Voilà. Bien sûr, elle va être aussi confinée, isolée. Hein. C'est une personne à risque. Hein. Elle est un peu plus âgée que moi. Je me moque de moi-même aussi, vous savez. Voilà. Peut-être qu'on pourrait la mettre en EHPAD. En attendant, c'est pour son bien, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, Emmanuel Macron est coupé de 7 jours d'isolement, ce qui nous mène donc au 24 décembre. Et alors, il va pouvoir fêter Noël avec maman Brigitte. Alors, combien de mètres sépareront les deux uniques membres de la famille Macron? Comment échanger des cadeaux s'ils sont potentiellement contaminés? Enfin, choix délicat à faire. Qui mangera sa demi-bûche tout seul à la cuisine? Est-ce que ça sera Manu ou ça sera Brigitte? Voilà. Hein. Puis alors, en fin de compte, on pourrait penser qu'il exploite un peu cette maladie pour se faire plaindre par les Français. Hein. Alors, si c'était encore un mensonge d'Emmanuel Macron afin de continuer à exploiter politiquement le virus, redorer son blason et gratter quelques points de popularité, à mon avis, c'est raté. Une grande majorité de Français le haït, tout proprement, hein, et serait plutôt en train de dire c'est bien fait pour sa gueule. Hein. Ça ne serait que justice. Il faut dire qu'il n'a jamais été très sympa avec l'ensemble des Français, les gilets jaunes, les chômeurs, etc. Quand on a la suffisance de dire il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, franchement, eh ben, toi, t'as qu'à aller traverser la rue ou ce que tu veux pour aller te faire soigner. Hein. Enfin, rendez compte que, attention, si même le président censé être l'homme le plus protégé du royaume le chope, c'est que le virus est encore extrêmement dangereux, contagieux et virulent. Il circule en fin de compte comme bon lui semble. Il faudra donc vite nous reconfiner en janvier. Voilà, c'est un petit peu mon souci. Et c'est un sentiment, alors je ne dirais pas que c'est un intox parce qu'effectivement il a vraiment une sale mine, hein, une sale mine. Mais c'est vrai que certains le pensent parce qu'on nous a tellement menti qu'ils ne sont plus crédibles sur rien. Et puis quand on voit effectivement tous ces médias qui ne parlent que de ça, hein, voilà. Hein. Enfin, ça rigole quand même dans les chaumières. Et c'est ce que je disais un petit peu en préambule. C'est un cadeau de Noël pour les Français. Ils se vengent un peu d'Emmanuel Macron. Voilà. Alors, quand on lit comme ça les articles, le président est diagnostiqué positif au Covid-19, annonçait l'Élysée, et il s'isole donc pendant 7 jours, mais continuera à travailler, a précisé la présidence, mais bien sûr. Et Jean Castex, qui a dîné mardi soir avec Macron, est un cas contact et ne pourra donc pas participer au débat. Ça ne se mène pas, il ne pourra pas participer au débat sur la vaccination au Sénat. Hein. Et puis les présidents des groupes de l'Assemblée sont eux aussi cas contact, puisqu'ils ont tous déjeuné à l'Élysée mardi. Donc Richard Ferrand, rappelons-nous, sur France Inter, avait dit fin octobre, si on est malade, c'est qu'on n'aura pas fait aussi attention que nécessaire. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Eh bien, à bon entendeur, salut. Voilà. Donc les 4 plus hauts personnages de l'État, accompagnés d'autres personnes, mais les 4 dans l'ordre de succession, si vous voulez, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, etc., ont tous bouffé ensemble. Et donc, ils sont tous en quarantaine. Voilà. Donc, c'est
Ça, c'est assez jouissif quand même. Enfin bon, tous des copains et des coquins en fin de compte. Hein. Voilà. Mais comment un président avec de telles responsabilités peut-il s'affranchir de certaines contraintes, continuer à faire des repas comme ça, inviter après l'heure du couvre-feu des tas de gens un président qui condamne à mort, à une mort certaine, des milliers de bars et des restaurants, qui organisent une répression massive et impitoyable contre les citoyens qui ne respectent pas le confinement. Quand on va taxer une mémé qui a Alzheimer parce qu'elle s'est trompée d'une date sur son autorisation de sortie, on nous culpabilise, on infantilise sans cesse les Français et ils se comportent quand même avec une certaine désinvolture et après il fait pleurer dans les chaumières. Hein. Mais Jean Castex nous avait dit à Noël, pas plus de 6 à table, mais eux ils étaient combien hein. Mais en fin de compte, j'ai envie de dire, oui, 6 à table, mais on met combien de tables hein. Voilà. Hein. Et puis d'ailleurs, vous remarquerez, la première vidéo, on voyait tout de suite qu'il n'était pas à l'Élysée, il n'y avait pas le mobilier. En fin de compte, il était déjà à la lanterne. Hein. On voyait qu'il y avait un fond relativement sobre, c'était pas du tout le mobilier de l'Élysée. Hein. Enfin, j'avais envie de dire, ce repas, l'autre soir, à l'Élysée, c'était pratiquement un dîner, La République en marche, Modem, bon, il y avait juste Larcher, je crois, avec, bon. Aux frais du contribuable, bien entendu, mais est-ce que c'est vraiment une réunion de travail ou plutôt une soirée privée hein. Nous sommes d'accord. Alors moi je vous propose que nous organisions tous des dîners de travail le soir de Noël, ce sera beaucoup plus simple, on pourra enfin être avec toute la famille réunie. Hein. On va dire c'est une réunion pour la SCI immobilière, familiale, quelque chose comme ça. Hein. Mais franchement, Jérôme Salomon appelle les Français qui le peuvent à dîner en extérieur pour Noël. Et je dirais, si possible dans la rue, sur un banc, ou exceptionnellement sur un tabouret, sous un porche d'immeuble. Non mais attendez, le soir de Noël, dans le froid, pour éviter le Covid, il faut donc dîner en extérieur. Mais vous allez choper la crève, vous allez choper la grippe, mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Hein. Enfin bon, il est certain que la pseudo de seconde vague, elle est là. Hein. Je m'interroge quand même sur les statistiques alarmistes claironnées en ce moment. Voulez-vous dire quelque chose? Voilà. Je veux bien, moi, me faire tester en prévision de Noël, comme des millions de personnes, mais nul besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que l'augmentation soudaine et considérable du nombre de tests entraîne logiquement une augmentation des cas dépistés, ou plutôt des cas contacts, je vous l'ai toujours dit. Des gens qui sont positifs, avec une grosse partie de personnes qui sont des faux positifs. D'accord? Voilà. Hein. Alors, histoire de 5 000 cas, 10 000 cas, quand on voyait les bandeaux qui défilent encore 10 000 cas aujourd'hui, non, c'est des gens qui sont positifs, hein, on leur a raboté au fond du nez, on a trouvé un virus mort, hein, qui est complètement inefficace, qui date d'il y a 6 mois, et on dit, c'est un cas contact. Ah oui, c'est un cas positif, je veux dire. Non, mais attendez. C'est assez sidérant, mais bon voilà. Et donc on vous abreuve avec des chiffres relativement quand même alarmants. Alors, pour vous dire cette dictature qui ne dit pas son nom, eh ben, le professeur Christian Perron, qui avait eu l'occasion de s'exprimer avec toute sa sagesse et son autorité, c'est quand même un ponte médical, eh ben, il a été convoqué par Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique. Rappelez-vous que ce monsieur Perron est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches, voilà. Et donc, monsieur Hirsch lui a remis un arrêté mettant fin à ses fonctions de chef de service. Il est reproché au professeur Perron des propos publics. Voilà. Hein. Donc, bien entendu, les motifs sont contestables. Le professeur Perron va déposer très rapidement un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, par l'intermédiaire de son avocat. Voilà. Hein. Enfin, c'est un peu bizarre. Tous en même temps, Macron, Castex, Ferrand, Brigitte Macron, Alexis Keller, Charles Michel, un Belge, Ursula von der Leyen, aussi l'Union européenne, Israël, Netanyahou, Premier ministre belge, Premier ministre espagnol, président portugais, Angela Merkel. En fin de compte,
Ils sont tous à l'isolement. Voyons, c'est surprenant. Alors certains vont dire oui, parce qu'en fin de compte, ils sont recherchés par Trump. Trump a envoyé ses gars pour les arrêter. Ah, ça serait super, mais enfin bref. Je pense pas que ça soit quand même le cas. Mais bon, ça a alimenté pas mal de fantasmes là-dessus, hein, sur les opérations suite aux élections américaines, aux triches, aux fraudes énormes. Alors, je vais revenir sur l'affaire Epstein, et là j'ai quelque chose d'intéressant. L'agent de mannequin Jean-Luc Brunel est en garde à vue. Son nom est associé à celui de Jeffrey Epstein. Hein. Surtout moi je prononce les noms, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ce sont des noms à consonance légèrement, on va dire, Europe de l'Est hébraïque. Hein, je peux vous parler en connaissance de cause en m'appelant Muller. Bon, je connais les noms. Hein, évidemment, certains appellent ça Epstein, hein, mais bon, quand on s'appelle Strauss-Kahn ou qu'on s'appelle Epstein, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Donc, ce monsieur Jean-Luc Brunel était proche du milliardaire Epstein, mort en 2019, et a été interpellé mercredi dernier à Roissy, dans le volet français de ce vaste scandale. Recherché par la justice française, le septuagénaire s'apprêtait à s'envoler pour Dakar lorsqu'il a été interpellé par la police aux frontières à l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle, notamment sur mineurs, harcèlement sexuel, association de malfaiteurs et traite d'êtres humains. Voici. Donc effectivement, ce monsieur était disparu des radars depuis des années. On l'avait juste vu dans une soirée à Levallois-Perret en juillet 2019. Il a été accusé aux États-Unis par au moins 2 femmes d'avoir joué le rabatteur pour Jeffrey Epstein, amenant aux États-Unis des jeunes filles venues de milieux modestes en leur faisant miroiter des jobs dans le mannequinat. Financier, milliardaire et ami des puissants, Jeffrey Epstein avait été inculpé en juillet 2019 pour avoir organisé entre 2002 et 2005, voire même plus longtemps, un réseau de jeunes filles qu'il aurait exploité sexuellement. Il se serait suicidé, je dis, dans sa prison new-yorkaise début août 2019. Je vous rappelle qu'à l'époque, il était, si vous voulez, dans une cellule anti-suicide. On l'a sorti de cette cellule anti-suicide, on l'a mis dans une cellule normale, et il se serait pendu avec ses draps, je crois. C'est bizarre, la caméra qui le surveillait était en panne, les gardiens qui étaient censés le surveiller dormaient, et voilà, et puis on s'est aperçu qu'en fin de compte, en faisant l'autopsie, que la façon dont c'était brisé au niveau de la colonne, etc., ça ne correspondait pas vraiment à la façon quand on se pend, vous voyez, comme si la personne avait été étranglée ou étouffée par derrière, mais pas à la façon d'une pendaison. Donc il y a beaucoup de mystères, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui est mort ou si on l'a fait évader. Voilà. Donc, voilà, c'est un détail. Et je voudrais rappeler, donc, sur cette affaire Epstein, peu de chance, on ne vous le dit pas, et donc maintenant je vais vous le dire. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties, un livre qui a été écrit, donc je vais vous en parler très brièvement et vous demander d'aller voir une vidéo très très ludique, hein, très très ludique. Et voilà. Alors pour la première fois, la vie détraquée du milliardaire Jeffrey Epstein, confident de Bill Clinton, qui a piégé pendant 20 ans pour le compte des services secrets israéliens des milliers de députés, sénateurs, hommes d'affaires, journalistes, stars de cinéma, scientifiques de renom, recteurs et doyens d'université, premiers ministres, princes et princesses, dont le prince Andrew, et même des présidents avec le plus grand réseau international de pédocriminels. Rappelez-vous, évidemment, il les invitait et il leur fournissait des petites jeunes filles, et tout était filmé dans les chambres avec des caméras cachées. Il y avait des caméras partout, dans sa résidence à New York, dans son ranch, dans son appartement à Paris. Tout était filmé. Et après, il faisait chanter les personnes. Disons qu'il y a une question d'influence. Voilà, c'était un agent d'Israël. De toute façon, le moteur dans l'humanité, je veux dire, depuis la nuit des temps, qu'est-ce qui fait avancer l'homme? L'homme, c'est le pouvoir.
Le pouvoir, c'est l'argent. Le pouvoir permet d'assouvir tous ces besoins. On achète. Avec l'argent, on peut tout acheter. On peut acheter des biens matériels. Nos ancêtres avaient des chevaux, des troupeaux de vaches, de moutons, des choses comme ça. Et puis on achète des femmes. Alors soit on fait des beaux mariages, on se paye de jolies femmes qui sont attirées par votre portefeuille financier, soit carrément, en quelque sorte, on a recours à la prostitution ou on a recours à l'esclavage. Hein. Donc ça a toujours été ce qui faisait avancer le mal, si vous voulez, hein, c'est l'argent, bien sûr, et le sexe, hein, ne nous cachons pas. Donc de tout temps, on a mis dans le lit de certains puissants des jeunes femmes, soit pour un petit peu manipuler ce souverain, soit pour l'empoisonner, soit, enfin voilà, toujours pour, hein, on s'arrangeait pour lui mettre une maîtresse dans les bras qui était plus pour vous que pour les autres et le faire changer d'opinion. C'est tout, hein, c'est ça. Israël n'a rien inventé. Hein, voilà, hein. Nous, en France, on a eu Mata Hari. Mata Hari, elle couchait avec des Allemands et ensuite, elle envoyait des informations aux Français. Ensuite, du coup, elle a changé de camp. Enfin bon, vous voyez, ça a tout le temps existé. Les hommes politiques occidentaux, quand ils allaient en Russie, on leur mettait des belles blondes russes, des top modèles, ils couchaient avec, il y avait des vidéos, du coup on les faisait chanter, les services secrets russes les faisaient chanter. Je veux dire, c'est comme ça. Mais, quelque part, dans le discours des médias, on ne vous le dit pas. Donc, moi je vous le dis. Donc, si vous voulez, ce monsieur Epstein, il est parti de zéro, il était professeur de mathématiques, et il a rencontré une dame qui s'appelait Ghislaine Maxwell, la fille d'un très grand espion du Mossad, Robert Maxwell. Ce monsieur Robert Maxwell avait acheté tous les médias britanniques pour le compte d'Israël. Hein. Donc, comment vous dire, il est certain que vous n'avez jamais de prise de position contre l'État d'Israël, dans la mesure où tous les médias ne vont jamais dire du mal d'Israël. Parce que Israël, c'est le camp du bien. Vous voyez, comment un petit peuple, je crois, de 17 millions d'habitants, arrive à tenir la dragée haute à une planète entière, si vous voulez. Hein. Parce qu'ils sont influents, parce qu'ils ont des gens qui sont très très calés, des ingénieurs, au niveau de l'informatique, au niveau des médicaments, au niveau militaire, armement, etc. Et ils refilent des logiciels aux Américains, vous voyez. Voilà, c'est tout. C'est pas de l'antisémitisme, de l'antisionisme, etc. C'est une constatation. Donc, évidemment, la devise, c'est d'attaquer avant d'être attaqué. Donc, ils prennent les devants, ils font en sorte qu'ils soient intouchables. Et donc, ils sont prêts à, si vous voulez, à faire chanter les gens pour qu'il n'y ait jamais d'action, voire simplement des actions diplomatiques qui soient prises contre Israël. Et donc, ça, ils ont des protections qui est le chantage, et personne n'ose lever le petit doigt, parce que si jamais il y a le film qui sort, eh ben, leur carrière est foutue. Voilà, hein. Et donc, pour vous dire, ce monsieur Robert Maxwell, c'était pas son vrai nom, il avait un nom plus typé juif, avec un prénom, vous le verrez dans la vidéo que je vais vous demander de regarder. Et quand il a été enterré, ce monsieur Robert Maxwell, qui comme par hasard est tombé de son bateau, hein, un malencontreux accident, ben, on l'a éliminé, hein, c'est tout. Bon, il n'y a pas de souci à se faire. Et donc, ce Maxwell, quand il a été enterré en Israël, il y avait quand même, je crois, 3 premiers ministres israéliens, ou ministres de la Défense, etc. Pour vous dire, c'était peut-être l'espion numéro 1 du Mossad. C'est ainsi, c'est une constatation, vous allez le comprendre en écoutant la vidéo, voilà. Hein. Donc, je vous demande, je vais vous mettre le lien, vous allez avoir du temps, là, Noël, Nouvel An, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Je vous propose quelque chose sur TV Liberté, TVL, hein. Donc évidemment, hein, c'est pas de la daube comme sur BFM et France Télévisions.
donc il y a un monsieur qui est très très sympathique, qui est Pierre Jovanovic, qui est donc le directeur littéraire de la maison d'édition, et qui publie l'édition française de l'affaire Epstein, écrite par un grand reporter américain, Dylan Howard, accompagné de deux autres personnes qui ont fait vraiment des recherches très très poussées sur toute cette affaire Epstein. Mais comment ce monsieur, en partant de rien, on aurait dit qu'il avait des finances voilà, sans limite, hein, et il pouvait dépenser, je t'invite Clinton, etc., etc. Et puis voilà, je te passe des petites filles. Bon. Et donc, ensuite, ça continuait avec Ghislaine Maxwell, la fille, qui a pris la suite de son père. Et voilà. Donc, vous allez voir, c'est sur TBL. Il est interviewé par deux personnes, donc Olivier Pichon et Pierre Bergerot. Olivier Pichon, c'est le monsieur un petit peu d'allure sévère et tout, mais c'est un monsieur qui est très érudit. Vous voyez, ça fait un peu presque vieille France, vieille éducation, mais très très complet, très érudit, oui, très très érudit. Alors là, ça change, c'est sûr que. Hein. Et voilà. Mais alors, vous allez voir cette vidéo, en fin de compte, elle est très très intéressante, elle est très très parlante. Vous voyez, elle se regarde comme une série télévisée. Vous voyez, c'est tellement raconté d'une façon très très agréable et voilà. Donc je vous la conseille vivement. Je vais vous la mettre en lien. Vous n'aurez qu'à cliquer pour y accéder. Ça vous permettra de connaître TB Liberté pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, voilà, c'est du même genre que la vidéo dont je vous avais parlé aussi. Là, c'était sur Sud Radio avec Charles Gave. Vous voyez, c'est des gens qui savent beaucoup de choses, mais qui savent faire partager leurs informations. Et c'est ça qui est très, très important. Et c'est parfois ce qui me motive, parce que moi, je découvre des choses, des personnes intéressantes, et j'ai envie de les faire connaître au plus de monde possible, parce que c'est tellement enrichissant et ça permet tellement de savoir ce qu'on vous cache, de mieux comprendre comment on essaie de vous manipuler. Voilà. Et c'est un petit peu aussi ce qui me motive, vous voyez. Je suis rouge comme le Père Noël, mais aussi rouge de passion pour la vérité et de passion aussi pour la souveraineté de mon pays qui part vraiment en live. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. La prochaine fois, je pense que j'aurai à vous parler un tout petit peu de l'Arménie, enfin du Haut-Karabakh, etc. Il y a quelques petites informations. Il y aura une vidéo à découvrir très très intéressante. Je vous en parle la prochaine fois. Et puis voilà. Je vous laisse savourer votre samedi, votre dimanche, et je pense que lundi, je serai en mesure de faire une autre vidéo. Voilà. Sur ce, soyez prudents, hein, soyez prudents dans vos gestes barrières. C'est peut-être pas la peine d'aller fêter Noël le soir en extérieur, vous risquez de choper la crève. Il faut quand même pas pousser, mais tout et n'importe quoi, c'est vraiment la maxime de nos gouvernants. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse, partagez un maximum. Et puis, moi, je suis là, toujours prêt à m'exprimer sur des actualités qui sont parfois relativement farfelues, tristes, tragiques. Mais bon, c'est comme ça. Merci. À très bientôt. Au revoir.